Bonsoir, donc moi j'ai le plaisir de vous présenter la cinquième invitée de ce soir, Elena Balsamo. Elena Balsamo n'est pas seulement la cinquième invitée de ce soir, mais c'est aussi la cinquième lauréate du programme Gilbert Musy, dont a parlé Sophie Kandaurov, que j'aimerais remercier au nom du Centre de traduction littéraire, parce que ce n'est pas non plus que la cinquième fois que nous sommes ici, nous venons depuis de très très nombreuses années. Et c'est à chaque fois un plaisir pour nous aussi de venir ici. Donc d'abord, avant de présenter Elena Balsamo, juste un mot qui concerne en fait ce programme Gilbert Musy que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas. Gilbert Musy était un grand traducteur d'auteurs alémaniques vers le français. Et il a accompagné, depuis la création du Centre de traduction littéraire, toutes les activités du Centre de traduction littéraire, que ce soit les publications, les invitations, et c'est lui, en 1992, donc il y a 30 ans, qui a fait la première formation continue pour traducteurs littéraires. C'était à une époque où on lisait des traductions sans savoir qui les écrivait. Et voilà, donc ça a changé grâce à lui, ça a changé aussi grâce aux 5 traducteurs, traductrices qui sont ici ce soir. Vous représentez cette littérature qui est majoritaire finalement sur les tables des libraires, vous le savez peut-être. Donc je vais vous présenter brièvement Elena Balsamo. Le parcours littéraire d'Elena Balsamo a quelque chose de miraculeux. Elle est née en Russie, elle a étudié les langues scandinaves, elle a écrit une thèse sur le conte scandinave, elle consacre des heures et des heures à la lecture de Proust pour apprendre le français, à la recherche du temps perdu, sans un dictionnaire, parce qu'on n'apprend pas une langue avec un dictionnaire, comme elle le dit. Après, elle continue les lectures, elle s'attaque à l'œuvre complète de Strindberg, c'est quand même 73 volumes. C'est pas assez parce qu'il y a encore 22 volumes de correspondance. Elle va en traduire une partie, on attend le reste. Et c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais comme elle voulait aussi apprendre le géorgien, elle a cherché une grammaire pour apprendre le géorgien. Alors en russe, ça n'existait pas, en français, c'était pas assez valable. Elle en trouve une en allemand. Alors elle apprend le géorgien en passant par la grammaire allemande et elle apprend l'allemand, non pas pour le parler, mais comme elle le dit, ça me sert quand même à lire Thomas Mann. Je suis sur le point de recommander cette méthode à l'école baudoise pour améliorer l'apprentissage de l'allemand. Elle traduit du suédois, du danois, du norvégien, du russe et probablement d'autres langues encore, je ne sais pas. Elle va peut-être vous le dire. Et elle vient de terminer une masterclass à l'université de Lausanne qui portait un titre assez mystérieux, elle va peut-être vous en dire quelque chose, quand un pinson devient un gardon. Donc un pinson c'est un oiseau et un gardon c'est un poisson. Alors tout ça, vous allez dire c'est déjà pas mal pour une femme toute seule. Mais ça ne suffit pas. Elena Balsamo est aussi chargée de conférences à l'école pratique des hautes études. Elle est essayiste et critique littéraire et elle dirige un séminaire de traduction littéraire à l'Institut suédois de Paris. Actuellement, elle travaille à la retraduction d'un roman que vous avez tous lu, mais que vous allez tous devoir relire, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson et les oies sauvages de Selma Lagerlöf. Peut-être qu'elle vous en parlera, mais peut-être plutôt à l'apéritif. Parce que ce soir, elle va vous lire des extraits de son dernier roman qui vient de paraître il y a 10 jours, qui s'appelle Périmètre élargi, un livre qui fait référence à la lecture, à la découverte par la lecture et aussi un peu à la traduction. Le passage qu'elle lira ce soir sera un tout petit peu en lien avec cet entourage, ce paysage. Elle
Merci beaucoup, Irène. Je n'ai pas de mots adéquats pour exprimer ma gratitude, mais je vais réfléchir pour dire des choses mieux. Mais pour l'instant, je dois vous dire que j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis 3 fois. Parce que d'abord, je voulais lire un extrait de Merveilleux voyage de Niels Holgersson avec les oies sauvages. Ensuite, obsédée comme j'étais par la guerre en Ukraine, je voulais lire un extrait de notre livre sur l'Ukraine. Et puis en arrivant dans ce cadre paradisiaque, j'ai choisi finalement encore un 3e morceau que je vais vous lire et vous allez voir pourquoi. Dans ce livre qui n'est pas vraiment un roman, parce que je ne sais pas écrire des romans, j'ai aucune imagination, mais c'est un récit comme souvent dans ce que je fais, c'est une enquête sur un personnage. Et en l'occurrence, le personnage dans ce livre est beaucoup plus important que moi parce que nous revenons maintenant 2 siècles en arrière. Et il s'agit d'un manuscrit que j'ai découvert en Suède plus ou moins par hasard d'un diplomate suédois qui était consul général de Suède à Alger à la fin des années 1820, c'est-à-dire juste avant le moment où l'armée française prend l'Alger, qui faisait partie de l'Empire ottoman à l'époque, et c'est le début de la colonisation française avec ses conséquences innombrables. Et alors, après la conquête, on a une pléthore de témoignages sur ce qui deviendra l'Algérie, alors qu'avant, il n'y a pratiquement rien, parce qu'il y avait très peu la représentation diplomatique. Il y avait 8 représentants européens, à l'époque on disait chrétiens. Et le document que j'ai découvert, un récit qui non seulement est un témoignage historique inestimable, mais en plus une œuvre littéraire, parce qu'il écrit très bien, mon consul. Où est-il? Oui, donc il est là, il est là, nous sommes en 1828-29 à Alger. Il, bien sûr, s'occupe de ses attributions diplomatiques, il y a des choses à faire, mais aussi il s'occupe de son domaine, qui est la résidence du consul général de Suède à Alger. Et à l'époque, consul général, ça correspond à l'ambassadeur d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le représentant permanent d'une puissance dans un pays. Et il s'occupe de ce domaine, il fait pousser le blé, et puis il fabrique, il a des vaches, il fait fabriquer du fromage, et aussi, je lis. Cependant, c'est la viticulture qui lui valait le plus de soucis. Dans mon ménage, explique-t-il, on avait besoin de 3000 bouteilles par an, car chaque domestique, homme ou femme, avait droit à une bouteille par jour et au besoin même davantage. On se demande ce que dans un pays musulman, chaque domestique pouvait bien faire de ces 365 bouteilles annuelles. Mais comme la plupart des consuls, Lagerheim produisait son propre vin, qu'il compare au vin espagnol, fort et âpre, surtout le rouge, dit-il. Il en dénombre 2 variétés. La première, à usage commun, obtenue par des méthodes traditionnelles. Les grappes, écrit-il, jetées dans une grande cuve, étaient piétinées par les Kabyles. La seconde, à son propre usage, produite à l'aide d'une presse mécanique fabriquée par Schultz, qui est le secrétaire de l'ambassade, donc le second suédois à Alger. Je finis, écrit-il, par devenir si rompu à ces procédés que j'arrivais à partir du même raisin à fabriquer même le mousseux et l'écoureux. La dernière année de mon séjour à Alger, je produisais avec beaucoup de soin 1000 bouteilles dans l'intention de les envoyer en Suède. Mais l'occupation française s'interposa et ce furent les soldats français
qui vidèrent ma cave avec plaisir. Shen Harven Achi, tu es un vignoble. Ces paroles d'un hymne à la Vierge georgienne du XIIe siècle surgirent dans ma mémoire quand j'ai réussi à déchiffrer ce passage dans le manuscrit. Je vis aussitôt la scène. Des paysans se dandinant sur les amas de raisin, le jus qui s'écoule, le bourdonnement des mouches, les reflets du soleil sur les feuilles de vigne. Et une fois de plus, je m'émerveillais de la capacité des langues, loin d'être de simples systèmes sémiotiques, de contenir en elles toute une mémoire culturelle avec ses couleurs, sa bande son, ses reflets de soleil. Le tableau en question, je le dois à l'idée qui à l'époque passait auprès de tout le monde pour complètement farfelu, d'aller, après la fin de mes études universitaires, en Géorgie pour apprendre le géorgien. Une langue parlée par à peine 4 millions d'habitants d'un pays coincé entre la mer Noire et la chaîne du Caucase. J'en conviens, pour une moscovite diplômée en langue et littérature scandinave, le projet ne manquait pas d'extravagance, ni de risque. Renoncer au droit de résidence à Moscou était le pire malheur qui pouvait vous arriver. Pourquoi y tenais-je? Disons pour aller vite qu'il répondait autant à la curiosité, après le suédois, l'anglais et le français, donc pourquoi ne pas sortir de la famille linguistique indo-européenne? Qu'à l'envie de me soustraire, fût-ce provisoirement, à l'oppressante atmosphère de la capitale soviétique. Une envie qui fut satisfaite au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Une immigration intérieure parfaitement réussie. J'ai déjà raconté cette histoire dans un autre livre et je ne veux pas recommencer. Juste un détail de mon expérience géorgienne. À la différence de la Russie, où l'exode rural marqua toute la période soviétique et finit par définitivement couper la ville de la campagne, en Géorgie, plus petite, plus prospère, plus avantagée par son climat méditerranéen, ce n'était pas le cas. Beaucoup de citadins, y compris des couches supérieures, avaient de la famille à la campagne, des paysans qui les approvisionnaient en légumes, en viande et en vin. À Moscou, comme partout en Russie, les gens buvaient de la vodka, de la bière, ainsi que du samagon, un torboyeux distillé à la maison. Ici, il y a une note. Un jour, mon père, qui habitait un immeuble réservé aux chercheurs de l'université de Moscou, eut cette conversation avec un voisin dans l'ascenseur. À votre avis, dans ce bâtiment de 200 appartements, combien y a-t-il d'alambics? Lui demanda ce dernier. Aucune idée, répondit mon père. 150. Comment le savez-vous? C'est que je suis professeur de chimie, c'est moi qui ai aidé les gens à les fabriquer. Donc, les vins géorgiens et moldaves qu'on trouvait dans le commerce sortaient des usines d'État et étaient par définition imbuvables. Or, les vins produits en Géorgie dans les familles qui portaient les mêmes appellations n'avaient rien à voir avec eux. Ils étaient fabriqués selon des méthodes ancestrales. Ils vieillissaient dans de gigantesques amphores en argile, 2 fois la taille de l'homme, enterrés verticalement dans les champs, ce qui assurait une température stable, et qui, avec ces minuscules monticules à l'emplacement des goulots, faisait penser à des cimetières militaires. Le temps venu, on prenait une pelle, une louche à longue manche et des verres, et on allait dégager une de ces mini-sépultures. On enlevait la terre, retirait le couvercle, plongeait la louche et remplissait les verres. Dans un silence religieux, l'assistance, qui formait un petit cercle autour du monticule, portait les verres aux lèvres et avalait une gorgée. Après quelques instants méditatifs, le chant s'élevait. Shen Harven Achi, tu es un vignoble. Santé.